Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Starship bientôt prêt pour son 3e vol d'essai. C'est l'annonce de SpaceX qui a fait une répétition générale cette semaine. On parlera aussi dans cette émission d'Odysseus, la première sonde américaine privée à avoir alluni. Elle vient d'être plongée dans un profond sommeil. Et puis cette semaine à Cannes s'est tenue la 2e édition d'un forum international, Health from Space, un forum qui doit démocratiser l'apport du spatial dans la recherche scientifique dédiée à la santé. L'astronaute réserviste Antea Comellini sera en ligne avec nous aujourd'hui. Et puis dans votre talk, on parle des sites de lancement. Le directeur du centre spatial guyanais sera avec nous depuis la Guyane, ainsi que Maxime Puteaux, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Ensemble, ils vont ensemble explorer le sujet de cette petite révolution que vivent aujourd'hui les pas de tir dans le monde entier. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité spatiale sur Bismart. SpaceX se prépare pour le 3e lancement de sa méga fusée. Le 4 mars dernier, la fusée Starship a eu droit à une répétition générale. L'entreprise a fait un test de remplissage des réservoirs du Starship et du Super Heavy. Selon la journaliste Marie-Ange Sangui, près de 5000 tonnes de méthane et d'oxygène liquide ont été utilisées pour ce test. Un compte à rebours officiel a même été lancé pendant ce test et il est désormais en stand-by à 10 secondes. À T-10 secondes précisément. Alors on s'attend à un 3e lancement du Starship d'ici les prochaines semaines. Précisément, Elon Musk avait dit que ce serait courant mars. De toute façon, aucune date officielle n'a été annoncée. Il manque en réalité l'accord officiel de la FAA qui ne devrait plus tarder puisque la Fédération américaine d'aviation a déclaré avoir bouclé son enquête du second vol. Autre actualité, Odysseus, la sonde qui a ramené les États-Unis sur la Lune, a été mise en veille après son atterrissage mouvementé. Vous vous en rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Intuitive Machines, l'entreprise à l'origine de cette mission commissionnée par la NASA, a placé la sonde en mode veille le temps d'une nuit lunaire. 3 semaines d'obscurité qui ne permettront pas à l'engin de s'alimenter efficacement en énergie, d'autant qu'Odysseus a été privé d'une partie de ses panneaux solaires après son alunissage rocambolesque. Alors si elle n'a pas, cette sonde, pu accomplir pleinement sa mission, malgré tout, elle a transmis une série d'images de son atterrissage ainsi que des données scientifiques. Alors il faudra maintenant patienter pour savoir si Odysseus va survivre à cette période glaciale de la phase nocturne. Signe encourageant, cependant, l'agence spatiale japonaise, elle est parvenue à rallumer son atterrisseur Slim qui lui aussi était en mauvaise posture sur la Lune après un mois d'inactivité. Dernière actualité, le forum international Health from Space s'est tenu cette semaine en France, à Cannes précisément. Un forum organisé par le CNES en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Un événement qui réunit experts et entreprises de la santé pour nous rappeler que l'espace joue un rôle déterminant dans la recherche médicale dédiée aux applications terrestre. Pour en parler, nous avons en ligne avec nous pour ce call actu Antea Comellini, astronaute réserviste à l'Agence spatiale européenne qui est sur place. Bonjour Antea, bienvenue dans Smart Space. Racontez-nous pourquoi la santé est au cœur de l'espace cette semaine. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Au fait, la santé est au cœur de l'espace parce que dans l'espace, on rencontre des conditions très particulières qu'on appelle souvent apaisanteur. Les termes techniques, c'est microgravité. Et grâce à ça, on peut faire des découvertes très importantes dans les domaines de la santé qu'on peut ramener sur Terre. Vous allez jouer un rôle particulier, et en tout cas les astronautes jouent un rôle particulier dans cette recherche scientifique. Lequel ? Oui, exactement. Au fait, on peut étudier différents domaines. Des domaines comme la physique des fluides, des matériaux, la microbiologie. Et dans ce cas, c'est les astronautes qui mènent les expériences scientifiques qui sont envoyées dans l'espace par les chercheurs sur Terre. Et aussi, ils ont un rôle des sujets de tests parfois. Donc, pour tout ce qui est le domaine de la physiologie humaine, eux-mêmes, ils sont l'expérience scientifique et donc ils prennent des échantillons du sang et ils renvoient ces résultats et ces informations aux équipes sur Terre.
l'objet, hein. Les astronautes sont aussi l'objet des recherches, vous avez raison de le préciser. Donc tout ça, ça se passe dans la Station spatiale internationale, hein. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous avez un exemple d'étude en cours à nous donner pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'études scientifiques liées à la santé sur Terre? Oui, bien sûr. Par exemple, en ce moment, dans la Station spatiale internationale, il y a un astronaute européen qui s'appelle Andreas Mogensen et il est en train de mener une étude qui va investiguer comment les systèmes immunitaires s'adaptent à des nouveaux environnements et des nouvelles conditions, notamment les conditions de l'espace. Et donc ça, c'est important pour soigner mieux la santé des astronautes quand ils sont dans l'espace, mais aussi pour toutes les personnes sur Terre, parce que ça permettrait de comprendre mieux comment les stress impactent sur la santé de chacun. Est-ce qu'on a d'autres exemples, peut-être de recherches qui ont abouti aujourd'hui et qui nous permettent déjà d'avoir une vie meilleure, en tout cas des soins de meilleure qualité ici sur Terre? Oui, bien sûr. Par exemple, la recherche sur les matériaux a permis de trouver une façon de cristalliser des protéines et qui a permis en fait de faire des découvertes très importantes pour soigner un type de dystrophie musculaire qui est une maladie qui affecte des personnes sur Terre. Hmm. Antea Comellini, vous avez croisé aussi des entreprises pendant ce salon qui on retrouve en fait au Health from Space qui se tenait donc cette semaine à Cannes. Est-ce qu'on a des entreprises privées, des acteurs publics aussi? Oui, c'est très intéressant en fait parce que ce type de congrès, ils ont fait rejoindre les acteurs typiques de l'espace, donc les agences nationales et internationales, les industriels, avec tous ces acteurs qui viennent du domaine de la science de la vie. Donc ça peut être des universités, des groupes de recherche, mais aussi des startups ou des industries dans les privés qui s'occupent des médecines, pharmacologie et même les secteurs de la beauté, de la cosmétologie. Est-ce que vous diriez, Antea, que c'est indispensable à la santé aujourd'hui, l'étude spatiale? Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, ces conditions de microgravité, effectivement, ils permettent de découvrir des choses qu'on ne pourrait pas découvrir en restant sur Terre. Donc, c'est fondamental. Oui. Ah, on vous a perdu sur la fin, Antea. Vous disiez que oui, qu'on ne peut pas découvrir tout ce qu'on découvre dans l'espace sur Terre. Pourtant, il y a des moyens techniques qui parfois le permettent, comme les vols zéro gravité, notamment produits par Novespace. Donc, on ne se rend pas vraiment compte de l'intensité des recherches qui sont données 24 heures sur 24, finalement, dans l'espace. Mais c'est exactement une question de temps. Donc, les vols à 0G, ils permettent de faire des paraboles d'une trentaine de secondes. Donc, oui, ça nous permet de faire des démonstrations technologiques et quelques types de recherches. Mais après, il y a des effets à niveau des microbiologie et, par exemple, la culture des cellules et tout ça, qui ont besoin d'échelles temporelles beaucoup plus longues que quelques secondes. Il s'agit des semaines, même des mois. Et c'est primordial pour aller au bout de ces recherches scientifiques. Merci Antea Comellini, astronaute réserviste à l'Agence spatiale européenne, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui et puis de nous éclairer sur l'importance de la recherche médicale et du rôle que joue surtout l'espace et l'exploration spatiale dans cette recherche médicale. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk tout de suite sur Bismart. Le centre spatial guyanais prend la lumière à quelques mois maintenant du lancement de la très attendue Ariane 6. C'est l'occasion pour nous de faire le tour d'un sujet souvent dans l'ombre, celui du défi qui est imposé aujourd'hui au centre de lancement, mais aussi aux pays qui souhaitent se doter d'un pas de tir quand ils n'en ont pas. Pour en parler, on a Maxime Puteaux avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Maxime, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes consultant industrie chez Euroconsult, spécialiste notamment du sujet des lanceurs et particulièrement vous avez travaillé sur le sujet des sites de lancement auprès de nouveaux acteurs pour Euroconsult. On y reviendra dans cette émission. À nos côtés, nous avons aussi depuis la Guyane Philippe Lié. Philippe, bonjour et bienvenue dans Smart Space. Bonjour. Alors vous dirigez le centre spatial guyanais qui vient d'ailleurs d'accueillir l'étage principal et supérieur d'Ariane 6. Comment se porte la fusée européenne ? Écoutez, on est en pleine activité autour de cette fusée puisqu'elle est arrivée la semaine dernière donc par bateau
à Kourou. Elle a été déchargée et actuellement, elle est dans le hall d'intégration, c'est-à-dire que c'est là où les deux tronçons de la fusée, donc comme vous l'avez dit, l'étage supérieur et l'étage inférieur, vont être raccordés entre eux. Et ensuite, ce qui est prévu, c'est d'amener cette fusée sur le pas de tir, donc en préparation du lancement à début avril. Donc, si tout va bien, le 8 avril, elle sera amenée sur le pas de tir en entier. Alors le sud guyanais, pour l'instant, il est plutôt en stand-by depuis l'arrêt d'Ariane 5 et de Vega C notamment. Quelle est l'activité aujourd'hui du site? J'imagine que vous êtes assez pressé aussi. Effectivement, l'an dernier, on n'a eu que 3 lancements. Donc, avec le dernier Ariane 5 qui a été lancé à l'été, avec un satellite militaire français et puis un satellite de télécommunication allemand. Mais depuis, en fait, on profite de cette période de calme pour engager des grands chantiers de modernisation de nos installations dont on a besoin. Donc, des modernisations des locaux, des modernisations des infrastructures et puis des logiciels qui nous servent à conduire les opérations. Et donc, on profite de cette période de calme, entre guillemets, en termes de lancement pour lancer tous ces chantiers de modernisation qui vont être nécessaires lorsque la cadence de tir va réaugmenter. Cadence de tir, on va en parler, elle est a priori vouée à augmenter, quoique on reste pour l'instant sur des suppositions. Maxime Putot, aujourd'hui, il n'y a pas qu'Ariane Group qui a besoin d'un site de lancement européen, il y a aussi de nouveaux acteurs qui ont besoin de ce type d'architecture. Et oui, on voit en fait un développement des filières d'accès à l'espace et du coup un développement des besoins pour lancer ces lanceurs. Et en termes d'infrastructure, l'implantation d'une base de lancement, c'est assez contraint. On regarde avant tout l'aspect géographique, d'où est-ce qu'on peut lancer en toute sécurité vers les orbites qu'on souhaite. Et on est en train de voir un jeu de chaises musicales entre les sociétés qui ont besoin de lancement et les bases de lancement qui pourraient les accueillir. Oui, en fait, c'est une opération séduction, on peut appeler ça comme ça, des pays qui ont envie d'accueillir ces bases-là. Mais est-ce que tous les endroits sur Terre sont bons à prendre pour lancer une fusée? Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits compatibles sur Terre. Ouais. Et les meilleures places sont déjà prises. Elles sont déjà prises par les bases de lancement existantes. La Guyane notamment. La Guyane notamment, la Floride. Le vrai enjeu, en fait, pour les bases de lancement, en ce moment, c'est de passer d'un modèle où elles avaient été construites par les agences, pour les agences et exploitées par les lanceurs des agences, principalement pour leurs satellites, avec un modèle où en fait elles s'ouvrent et elles accueillent à la fois des lanceurs commerciaux, mais aussi d'autres activités pour se diversifier. Cette ouverture, c'est exactement la démarche que vous avez entrepris, Philippe Lié, au CSG, précisément d'abord avec un appel d'offres qui était destiné à rabattre peut-être les startups qui auraient peut-être besoin d'un pas de tir. On a plusieurs exemples, Hyperspace, Latitude, qui sont des startups qui sont en train de mettre au point un lanceur léger. Et donc vous avez entamé des travaux. On ne sait pas expressément où vous en êtes aujourd'hui. Le site Diamant doit être, je crois, réagencé. Alors, tout à fait. Donc le site Diamant, qui est un site historique sur lequel il y avait eu des lancements il y a très longtemps qui n'étaient plus utilisés, est en cours de réhabilitation complète pour accueillir donc les fameux micro-lanceurs. Alors on parle de micro-lanceurs à partir du moment où il ne dépasse pas une charge utile de 1500 kg à peu près. Et on a donc aujourd'hui 6 candidats pour venir s'installer au CSG et on est en train de construire donc les pas de tir correspondants. Alors, c'est des pas de tir qui n'ont rien à voir avec un pas de tir Ariane 6, c'est beaucoup plus simple, mais on leur fournit donc des pas de tir pour chacun d'entre eux et des installations pour pouvoir intégrer leurs lanceurs et accueillir leurs satellites. Donc, tout ça, c'est en cours et on espère que ça sera terminé, on va dire, courant 2025 pour accueillir les premiers lancements dès la fin 2025. Alors, comme ça a été dit précédemment, le site de Kourou, en fait, reste très attractif parce qu'il permet, en fait, à ces micro-lanceurs d'accéder à tous les types d'orbites. Comme on le voit sur votre animation, on peut partir vers l'est, on peut partir vers le nord, puisque la zone survolée est tout de suite de l'océan. Et donc, en termes de sécurité, le site est très attractif et en plus, sa localisation près de l'équateur est favorable pour certains types d'orbites. Donc, en fait, le site reste attractif et on est en train de préparer l'accueil de ces nouveaux opérateurs.
Alors technologiquement, vous disiez c'est plus simple d'envoyer ces micro-lanceurs que d'envoyer Ariane 6 concrètement. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de moins d'infrastructures pour gérer cette explosion qui a lieu concrètement au moment du lancement d'une fusée. Avant tout, les lanceurs sont plus petits. Oui. Alors si on prend la configuration extrême du lanceur aéroporté, comme a pu l'être Virgin Orbit, il s'agissait uniquement d'une piste d'atterrissage où, à partir de laquelle un avion décollait et larguait son lanceur. Après, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont mobiles dans leur approche. Et le micro-lanceur et ses équipements peuvent être transportés dans une quinzaine de containers mis sur un cargo et n'ont besoin sur place, à proprement parler, d'un terrain dégagé et de quelques infrastructures de support. Donc on est vraiment dans une mobilité et une frugalité des besoins qui est complètement différente, qui laisse à penser que déjà on pourrait avoir sur un même site plusieurs lanceurs, mais aussi une mobilité. Et faire venir le lanceur dans un site donné, soit pour répondre aux besoins du client, soit pour répondre aux besoins de prestige du client, soit aux besoins de la mission. Donc être plus réactif aussi, pour avoir une meilleure agilité, effectivement. Mais vous avez cité Virgin Orbit, c'est un très bon exemple. Malgré ce choix technologique qui laisse penser qu'on avait peut-être moins de frais aussi de gestion, et on va reparler de cette question de la facturation des lancements, c'est un échec aujourd'hui. Donc un échec aussi pour la Grande-Bretagne, qui voulait profiter de cette occasion pour avoir sa propre méthode de lancement. Ça dit à quel point c'est un challenge de se lancer dans cette aventure-là ? Tout à fait. Du côté des Anglais, le choix de faire appel à Virgin a été un choix de double tranchant, puisque en même temps, au même moment où ils essayaient de développer des filières locales, et ils ont 2 bases de lancement en développement au nord de l'Écosse, ils ont essayé à tout prix d'avoir un lancement le plus tôt possible en faisant appel à un prestataire étranger. Et non seulement le lancement a échoué, donc en termes de prestige politique, ça a été la dégringolade, mais en termes de retombées, ça s'est fait au détriment des acteurs locaux. Donc ce choix-là, il illustre bien la complexité et le tiraillement entre les aspects économiques, les aspects industriels et les aspects techniques, puisque ça reste compliqué d'avoir une activité de lancement, quand bien même on l'accueille depuis un aéroport. Oui, et politique, parce que ce que vous dites, c'est que les conséquences, elles doivent être aussi politiques en matière de gestion des budgets. Ces acteurs locaux bénéficient plus peut-être du même engouement pour continuer à ponctionner, c'est beaucoup plus compliqué, alimenter les sites de lancement en cours en Écosse. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça de pays qui s'y mettent ? Les pays nordiques notamment sont plutôt favorables et il y a déjà des signatures de contrats avec nos startups françaises notamment vers ces pays nordiques-là. Si on prend le cas de la Suède et de la Norvège, on a en Norvège le site d'Andoya, qui était déjà un site à partir duquel on tirait des fusées sondes et qui va accueillir le lancement de Isar Aerospace à partir de cette année. Et on a également l'Esrange au nord de la Suède, à Kiruna, qui est une base de recherche scientifique. On y accueille des antennes pour la réception des données satellites, mais aussi des activités de ballon et des tests de moteurs fusées, et peut-être un jour même des décollages de lanceurs. On voit qu'on part de zéro. Vous citiez la Norvège, c'est un site historique de lancement de fusées sondes en réalité. Donc ça veut dire que partir de zéro, c'est impossible aujourd'hui financièrement. C'est pas rentable. C'est assez peu intéressant pour aucun des acteurs, à la fois pour les gestionnaires de sites existants qui ont des infrastructures à revaloriser, et Kourou est dans cette démarche-là, Cap Canaveral a été dans cette démarche-là, et de la part des acteurs émergents, c'est très très cher de partir de zéro. Rocket Lab a fait ce choix, SpaceX a fait ce choix à Boca Chica au Texas, mais ça reste des exceptions. Il y a déjà des beaux sites existants qui certes doivent être modernisés, autant en profiter, c'est gagnant-gagnant. À Kourou, combien ça coûte de moderniser le site Diamant, Philippe Lié ? Alors, le site de Diamant, il bénéficie d'un financement France 2030 de 50 millions d'euros qui va servir donc à moderniser c'est même plus que moderniser, c'est reconstruire le site avec les infrastructures dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on va construire plusieurs pas de tir, parce que même si on pourrait partager les pas de tir, en fait, les opérateurs, comme les pas de tir sont assez simples, préfèrent disposer de leurs propres pas de tir pour ne pas avoir de contraintes liées à leur cadence, c'est-à-dire pouvoir disposer de leur planning de façon indépendante des autres opérateurs. Donc, le montant approximatif, c'est une 50aine de millions d'euros pour se doter de cet ensemble-là qui pourra accueillir 6 lanceurs différents avec les infrastructures simplifiées, comme ça a été dit tout à l'heure, pour faire l'accueil de leur logistique. Donc le modèle économique, grosso modo, si je comprends bien, c'est aussi de se donner la possibilité de recevoir du financement de la part de ces opérateurs qui auraient en contrepartie leur propre pas de tir attitré. Vous pouvez répondre, Maxime. Je pense qu'il faut distinguer à la fois les sites institutionnels qui, à la base, n'avaient pas vocation à générer des revenus, des sites privés. Pour les sites institutionnels, l'équation économique, elle est assez simple. C'est
accueillir des utilisateurs sur des pas de tir qui n'étaient plus occupés et qui étaient soit voués à la démolition, soit voués à la maintenance de la part des agences. Donc c'est faire payer au secteur privé ce que les agences devaient supporter jusqu'à présent. Donc ça peut être intéressant et c'est pour ça que, par exemple, à Cap Canaveral, la NASA a ouvert les portes à tous les lanceurs commerciaux de manière à valoriser et à réutiliser le plus possible ce qui existait déjà et à maintenir de l'activité et de l'emploi. Oui. Pour les sites commerciaux, c'est plus compliqué et l'équation économique, elle n'est pas encore bien définie, puisqu'en fait, l'opérateur, le propriétaire de la base de lancement, c'est un peu comme un aéroport. Il a vocation à accueillir de l'activité, mais aussi à gagner de l'argent sur le trafic qui va avoir lieu à partir de son aéroport. Et dans les bases de lancement émergentes, elles attirent essentiellement des petits lanceurs qui ont elles-mêmes des modèles économiques assez fragiles. Et du coup, l'équation économique va être compliquée parce que pour les opérateurs de spaceport, il va falloir s'insérer dans cette structure de coûts qui est déjà très très compressée, de manière à pouvoir vivre et gagner de l'argent sur le dos de ses utilisateurs sans forcément être trop cher pour le passager final qui est le client satellite. Évidemment, parce qu'on est toujours dans ce contexte de réduction des coûts et ces acteurs, ils ont besoin de pouvoir lancer des petites fusées. Donc les sommes sont considérablement... On est sur la dizaine de millions d'euros à peu près. Oui, pour un lancement ? Pour un lancement. Donc dedans, il va falloir que l'opérateur de lancement couvre tous ses coûts, notamment la location ou le paiement de l'utilisation du spaceport. C'est très complexe. C'est viable ? Ça va être un jeu d'équilibriste. Tout l'enjeu pour les opérateurs commerciaux va être de démontrer qu'ils sont plus efficaces ou plus attractifs que les sites institutionnels. Ouais. Et charge aux sites institutionnels de démontrer qu'ils ont l'expertise et l'héritage pour attirer ces lanceurs. C'est un challenge que le CSG doit relever. Alors, et quelle va être cette relation entre, c'est un site institutionnel, le CSG, mais cette partie commerciale va être développée ? Comment on peut considérer l'avenir concrètement du CSG ? Tout à fait. Alors, nous, on n'a pas de vocation à établir un business autour de ça, mais comme l'a dit Maxime tout à l'heure, en fait, on va donc facturer à ces opérateurs d'abord une contribution au développement des infrastructures dont on a parlé tout à l'heure, et puis une contribution aussi financière à l'utilisation des moyens de la base. Donc en gros, l'idée, c'est qu'ils financent un petit peu au prorata de leur utilisation, mais l'investissement qui a été fait pour créer ces pas de tir, et puis l'utilisation d'autres moyens de la base, qui peuvent être des radars, des stations de télémesure, des systèmes de sécurité, tout ce qui est alimentation électrique, réseau, etc. Mais par contre, on n'a pas vocation à dégager des marges par rapport à ça. Donc, c'est juste d'avoir une tarification claire et surtout équitable entre les différents opérateurs. Donc, on aura une grille de tarification très, très claire et parfaitement identique suivant les différents opérateurs. Alors, il va falloir le réguler en termes d'utilisation, de gestion du manifeste de lancement, ça, tout à fait. S'il y a beaucoup de lancements, il faudra effectivement gérer qui passe en premier, comment on enchaîne les lancements, etc. Et ça, on va se doter des outils pour le faire, un petit peu comme un aéroport gère son trafic aérien. Les avions n'atterrissent pas tous en même temps et il y a une gestion de l'utilisation des moyens de l'aéroport. Là, ça sera exactement pareil pour nous. Mais en termes de business, c'est-à-dire de tarification, ça sera établi à l'avance et avec un tarif identique pour chacun des opérateurs. Moi, je me pose une question. On a donc ce site en Guyane, on a les divers sites américains qui servent déjà des startups européennes. SpaceX, Rocket Lab servent déjà à nos startups européennes aujourd'hui. On a ces sites dans le nord de l'Europe. L'Espagne, par exemple, a été capable de lancer sa fusée privée seule, en tout cas ses premiers tests. Ça commence à faire beaucoup de sites de lancement. Est-ce qu'on n'est pas un peu ambitieux sur le nombre de mini-fusées qu'on va pouvoir lancer dans les prochaines années ? Je pense qu'on est ambitieux sur le nombre de projets de lanceurs qui existent. Ouais. La réalité du marché amènera probablement une sélection de 2 à 3 micro-lanceurs par région du monde. Et de facto, elle amènera aussi à une réduction du nombre de sites de lancement. Et nous, ce qu'on observe dans nos statistiques, c'est que le lancement attire le lancement et c'est en général les plus gros sites historiques qui ont tendance à attirer les nouveaux entrants par la facilité, par le retour d'expérience. Donc en effet, on est un petit peu dans un emballement aujourd'hui qui est alimenté en fait par la dynamique autour des petits satellites et des constellations. Oui. L'industrie voit une montagne de constellations à venir. C'est vrai, une partie va se matérialiser. Du coup, les fournisseurs anticipent et pensent qu'une plus petite montagne de micro-lanceurs va adresser ce marché-là. Oui. Et en dessous, on a les spaceports qui espèrent les accueillir. Il y aura probablement un effet de rationalisation et un écrémage assez important dans les années à venir. Oui, il y a probablement trop de bases de lancement. De projets de base de lancement. De projets de base de lancement. D'autant qu'en face, on a Starship, on en a parlé en actualité, on a ce genre de vaisseau qui va avoir une capacité d'emport assez extraordinaire et qui pourra aussi
assez rapidement balayer tous ces besoins. Et en même temps, radicalement transformer la manière dont les bases de lancement sont conçues. Parce que Starship, la manière dont le pas de tir fonctionne, c'est à la fois le pas de tir, mais aussi la piste d'atterrissage du lanceur. Et c'est aussi une problématique que les bases de lancement, elles doivent gérer. Déjà en Floride et bientôt peut-être à Kourou, lancer, mais aussi récupérer, maintenir, revaloriser et relancer. Et ça, c'est tout nouveau pour les bases de lancement. Oui, la maintenance, c'est très important. Est-ce que c'est calculé dans ces frais? Quand vous parlez d'un lancement à 10 millions, on part du principe qu'il n'y a pas tous ces frais de maintenance qui, eux, appartiennent au port spatial. Mais du coup, je me tourne vers vous, Philippe Lié. Ces frais de maintenance, ils vous incombent. C'est-à-dire qu'au CSG, l'année dernière, 3 lancements seulement. Pourtant, il faut faire tourner la base, même quand il n'y a pas de lancement. Tout à fait. Alors la base, de toute façon, elle doit être maintenue en conditions opérationnelles, même si on a peu de lancements. Donc, de toute façon, dans un modèle où on accueille les lanceurs, on va dire institutionnels, mais en fait, ces frais sont couverts à la fois par l'ESA et par la France, à peu près à hauteur moitié-moitié, pour maintenir la base en conditions opérationnelles. Ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir repartir et accueillir le retour d'Ariane 6, enfin le lancement Ariane 6 et le retour de Vega C. Donc, ce sont des chiffres publics. Je vous interromps, Philippe Lié. Est-ce que c'est des chiffres qu'on peut connaître? Combien ça coûte d'entretenir une base spatiale comme le CSG? Une base comme le CSG, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros, les frais de maintien en conditions opérationnelles annuels. À peu près, c'est l'ordre de grandeur. Okay. Je voulais conclure peut-être sur cette question. Vous allez devoir vous séduire ces acteurs européens. Quel va être votre argument pour les amener jusqu'en Guyane? Vous avez déjà une promesse avec trois jeunes acteurs, je crois. L'idée, c'est quoi? C'est de convaincre toute l'Europe qu'il faut lancer en Guyane? Oui, mais je crois que l'exercice ne sera pas trop difficile parce que d'abord, la base a de l'expérience. Elle apporte toute l'infrastructure qui est nécessaire aux gros lanceurs comme aux petits. Elle apporte des conditions de sécurité qui sont très importantes aussi, parce qu'il faut voir que donc, quand on lance, on prend des risques vis-à-vis des territoires qui sont autour, des populations, etc. Ici, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé. Et d'ailleurs, quand on a fait l'appel à manifestation d'intérêt pour accueillir des micro-lanceurs sur la base, on a eu beaucoup de réponses, ce qui montre que la base de Kourou a beaucoup d'atouts par rapport en termes de positionnement, en termes d'infrastructure, en termes de sécurisation des lancements. Et donc, on n'est pas inquiet sur le fait qu'elle restera attractive par rapport à ces petits lanceurs. À nous maintenant de leur mettre à disposition des infrastructures modernes et surtout adaptées à leur gabarit. Le risque, ce serait de vouloir trop en faire, de surdimensionner ce qu'on leur propose. Mais pour l'instant, on est en interaction avec eux et je pense qu'on va avoir une offre tout à fait attractive par rapport à ça. Merci beaucoup, Philippe Lié. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre spatial guyanais. Vous étiez en direct de Guyane aujourd'hui. Merci, Maxime Puteaux, d'avoir pris le temps de venir en plateau, spécialiste et conseiller en industrie spatiale chez Euroconsult. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. À la production, Lélie Zalkin. Comme toutes les semaines, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.